Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette conférence Le Monde City. Je suis Emmanuel Davidenkov du Monde et je vais vous accompagner pendant ces 2 heures avec ma consoeur Laetitia Van Écoute qui a préparé cette conférence. Le thème, vous le savez, face aux crises écologiques, énergétiques et sociales, quel avenir pour les transports en commun, thème qui est au cœur de l'actualité et pour cause. On avait évidemment prévu au Monde il y a plusieurs semaines qu'Emmanuel Macron allait annoncer le week-end dernier le développement d'un réseau de RER dans 10 métropoles. On est le monde. Bon, plaisanterie mise à part, cette annonce et cette concomitance évidemment inopinée fait sens puisqu'elle entérine d'une certaine manière une vision qui semble aujourd'hui largement partagée. C'est à l'échelle des bassins de vie que doivent se penser les politiques de mobilité. La question n'en demeure pas moins extrêmement complexe et on a choisi de l'aborder en 5 temps aujourd'hui. D'abord, en posant 2 questions en une. Comment restreindre l'usage de la voiture sans accentuer les fractures sociales et sans aggraver la crise climatique? Ce sera sous forme de table ronde dans quelques minutes avec Emmanuel Dassa, le maire de Brie-sous-Forges, c'est dans l'Essonne, avec Marie Chéron de l'ONG Transport et Environnement et avec Daphné Chamard du Secours catholique. On s'arrêtera ensuite sur le dossier énergétique en matière de mobilité. Qui dit décarbonation dit recours accru à l'électricité. Alors sommes-nous prêts à cette montée en puissance en pleine crise énergétique? On posera la question à Emmanuel Vargon, comme vous le savez, ancienne secrétaire d'État à l'écologie puis ministre du Logement, aujourd'hui présidente de la Commission de régulation de l'énergie. Un duo d'élus en guise de troisième mouvement, Nicolas Maillard-Rossignol, président de la métropole Rouen-Normandie, et Alain Yount, vice-président de l'Eurométropole de Strasbourg, en charge des mobilités. Ça tombe bien, il s'apprête à inaugurer le REM, le réseau express métropolitain européen, qui est le premier réseau de ce type en dehors de l'Île-de-France. Ce sera le 11 décembre prochain. La question posée sera: quelle politique globale de mobilité à l'échelle des bassins de vie? Et puis enfin, puisqu'il est question de transport public, Thierry Mallet viendra conclure nos échanges. Thierry Mallet, président du groupe Transdev, partenaire toute cette année du Monde Cities, et on le remercie de cela. Mais pour introduire ces 2 heures, on a demandé à un grand savant de vous dresser un tableau d'ensemble de la situation, le géographe Jacques Lévy, dû sa modestie en souffrir. Je rappelle qu'en 2018, il a eu le prix Vautrin-Lud, qui est considéré un petit peu comme le Nobel de la géographie. Il est auteur de très nombreux ouvrages. Jacques, pardon, je ne peux pas tous les citer. Je crois que le dernier, c'est Géographie du politique chez Odile Jacob, paru cette année. Et puis enfin, je précise, et ce n'est pas une clause de style, qu'on va essayer de ménager un temps d'échange entre vous et nos différents intervenants, ce qui signifie qu'il faut qu'ils fassent preuve d'une certaine frugalité dans leur prise de parole. Et je vous propose que on les remercie pour leur présence aujourd'hui et qu'on les encourage à cette nécessaire frugalité en les applaudissant très très chaleureusement. Et je passe la parole à Jacques. Bonjour, merci pour l'invitation. Oui, effectivement, tout est dit. Emmanuel Macron a dit ce qu'il fallait dire, et donc on pourrait se dispenser de continuer. Ça pose justement la question, la concomitance dont parlait Emmanuel Davidenkov, c'est pourquoi maintenant, hein, et c'est ça dans cette petite introduction que je voudrais essayer de creuser. Euh, Pourquoi cette chose qui paraît en effet aller presque de soi, être évidente, qui est l'idée d'organiser les mobilités à l'échelle des aires urbaines. Pourquoi on a attendu si longtemps et pourquoi maintenant ça se produit, hein. Donc finalement, Emmanuel Macron a fait quelque chose qui se produit parfois dans la politique, c'est-à-dire que ce n'est pas l'avant-garde, c'est plutôt l'idée de trouver des domaines qui à un moment donné font consensus alors que ça n'était pas le cas précédemment. Enfin, consensus dans une certaine sphère, hein, c'est pas du tout gagné, mais disons que personne ne s'y est opposé, à cette déclaration. Donc je vais essayer de répondre à la question pourquoi maintenant avec 3 mots. Le premier mot, c'est habiter. En fait, on a 2 modèles d'habiter, c'est-à-dire 2 manières de combiner le séjour et la mobilité qui sont tous les 2 solides, et je dirais qui se sont solidifiés depuis les années 1970. Le premier modèle, c'est un modèle qui demande de l'intensité urbaine, qui aime bien l'urbanité, c'est-à-dire une combinaison de toutes les densités, de toutes les diversités, à la fois fonctionnelles et sociologiques, qui trouve plein d'avantages, à la fois professionnels et personnels. Et donc ça se traduit concrètement par
un habité organisé autour des centres des grandes villes, et où là, la marche à pied et les transports publics sont clairement structurants, dominants. Hein. Paris Intramuros, qui est un peu l'épure de ce modèle, il y a 60% des déplacements qui se font à pied. Donc même les transports publics sont minoritaires, je dirais, dans ce point d'aboutissement d'une logique. Et puis l'autre modèle, c'est le modèle qu'on peut appeler périurbain, bon, on peut discuter les termes, qui consiste à privilégier un grand logement en propriété, une voiture, un jardin. Et celui-là, il marche très bien aussi. Il a l'avantage de bénéficier d'un coût du foncier beaucoup plus faible. Hein. Donc, rien que si vous prenez l'aire urbaine de Paris, vous avez un rapport de 1 à 15 entre le prix du sol dans le centre et dans ce qui est encore dans l'aire urbaine, par exemple, dans les marges à Villers-Cotterêts ou dans l'Eure-et-Loire. Bon. Donc effectivement, si on a un peu d'économie, on peut non seulement mettre en balance le fait d'être propriétaire d'un logement et d'une maison avec le fait d'être locataire, par exemple, dans du logement social dans la zone centrale, mais même avoir des avantages. Donc c'est un système où l'arbitrage est différent. On paye moins par mètre carré, donc on fait d'énormes économies sur le foncier, mais on paye un peu plus sur la mobilité, puisque en général, les ménages biactifs, par exemple, doivent avoir au moins 2 voitures, et donc ça coûte plus cher que le pass Navigo si on prend encore le cas de l'Île-de-France. Mais néanmoins, ça permet à des gens d'avoir un logement 2 fois plus grand que ce qu'ils auraient s'ils habitaient dans la zone centrale. Donc c'est un arbitrage. Ça veut dire des traites à payer, ça veut dire être propriétaire, mais ça coûte un peu plus cher globalement si on veut justement avoir tous les avantages, c'est-à-dire une grande maison. Ce qui fait que ce ne sont pas les pauvres fondamentalement qui habitent dans le périurbain. Donc les zones périurbaines sont celles où les taux de pauvreté sont les plus faibles. Donc là, il y a une idée reçue qu'il faut combattre. Mais donc c'est un système avec cette petite, grande, très grande classe moyenne. Donc c'est un système où les arbitrages permettent aux gens d'avoir une satisfaction par rapport à ce qu'ils souhaitaient, à leur imaginaire d'habiter. Donc c'est un modèle d'habiter qui lui aussi est très stable. En fait, et les gens qui habitent dans le périurbain, j'ai participé à pas mal d'études, et puis il y en a eu beaucoup d'autres qui confirment toujours que c'est un choix. Un choix, par exemple, ça nous intéresse aujourd'hui, qui consiste à éviter les transports publics. Une des motivations fortes du choix périurbain, c'est de ne pas avoir à prendre les transports publics et de bénéficier de la continuation de la maison que représente la voiture. Les gens sont absolument clairs là-dessus. Donc, on a ce double système, ce système avec 2 modèles d'habiter qui sont stables et forts et qui ne donnent pas de signe d'échec ou de rejet. Voilà, il y a eu du coup une espèce de chassé-croisé pendant les dernières décennies, c'est-à-dire que l'attrait du centre a fait qu'il y a des nouvelles personnes, enfin c'est pas forcément les mêmes, hein, mais parce qu'il y a un effet générationnel, mais enfin de nouveaux groupes sociaux qui ont vu l'intérêt d'habiter dans les centres, et en particulier dans tout ce qui est les professions considère comme créatives. Et puis inversement, il y avait des gens qui habitaient dans les centres ou dans les banlieues proches, qui ont eu les moyens et les opportunités juridiques, fiscales, etc., de s'installer dans le périurbain et qui sont partis de ces centres. Donc d'une certaine façon, les choses se sont bien arrangées avec un partage territorial. Mais on va voir que ça sera mon 3e point, ça ne marche pas forcément. Le 2e point, il va être plus bref. Je vais vous dire des mots: pédagogie, comportement, acceptabilité. Bon, qu'est-ce qui fait système là-dedans? Eh bien, c'est l'idée qu'il y a les profs et les élèves, il y a les tuteurs et il y a ceux qui sont mineurs. Et donc l'idée qu'il y a un certain nombre de gens qui connaîtraient
la formule, la solution juste aux problèmes de la société, et puis des gens qui seraient en position d'élèves et qu'il faudrait amener à adopter les positions justes. Donc c'est une approche, je dirais, éthologique, pas ethnologique, mais éthologique, hein, l'éthos des animaux. Hein, donc comment faire pour que les gens ordinaires, on appelle en général ça les populations dans ce vocabulaire, fassent ce qu'on a envie qu'elles fassent. Et donc, le mot, à ce moment-là, c'est le mot acteur. Je pense qu'on vit dans une société d'acteurs et que ce type de processus marche de moins en moins bien et marchera de moins en moins bien parce que les individus qui sont aussi des citoyens, qui sont devenus maintenant des vrais citoyens parce qu'ils ne sont plus alignés sur des groupes sociopolitiques comme ça existait avant, eh bien, ils veulent se faire leur opinion eux-mêmes. Et quand se jouent des choses importantes pour eux, comme par exemple le modèle d'habiter, ils se chargent de faire savoir qu'ils ne sont pas d'accord avec, non seulement avec ce qu'on leur propose, mais avec la méthode, justement. Ils ne se considèrent pas comme des élèves, des professeurs. Donc, quand les hommes politiques, les femmes politiques, les politiques veulent faire de la pédagogie, rien que le mot pédagogie les met hors d'eux, parce que, justement, ils ne sont pas des élèves face à des professeurs. Et donc, ce phénomène-là fait que dans notre problématique d'aujourd'hui, comment faire pour que par exemple, diminuer, Emmanuel Davidenkoff a dit restreindre l'usage de la voiture. Donc, il a annoncé un programme politique. Oui, mais alors, donc, quels sont les chaînons manquants voilà, non, mais que je trouve sympathique à titre personnel. Mais comment faire pour que justement ça ne passe pas par la pédagogie, mais éventuellement par la conviction, par le fait qu'il y ait un débat public. Bon, j'ai beaucoup apprécié, moi, le style des débats à la Convention citoyenne pour le climat que j'ai eu la chance de suivre en tant que chercheur. Et là, c'était un tout autre style, parce qu'on demandait aux gens de réfléchir en tant que citoyens, pas seulement de défendre leurs intérêts liés, par exemple, à leur modèle d'habiter. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut assumer. Et on le voit avec le climat, je pense que les extrémistes climatiques, en fait, nous font plutôt perdre du temps qu'ils nous en font gagner en disant, par exemple, il n'est plus temps de discuter. Parce que c'est clair, si vous n'avez pas compris, c'est que vous êtes un ennemi du climat. Donc ce genre de choses, malgré l'urgence du climat, enfin des questions climatiques hein, qu'il ne s'agit pas de nier, en fait, ça fait plutôt perdre du temps au débat public, donc finalement à la conviction réciproque que suppose ce débat public. Troisième mot, alors du coup, la rencontre de ces deux éléments avec quelque chose de nouveau, c'est que les deux modèles d'habiter, en fait, comme je le disais, ils étaient d'une certaine façon compatibles à condition d'une juxtaposition des espaces. Hein, donc il y avait l'espace central pour ceux qui aiment bien l'urbanité et les marges urbaines pour ceux qui aiment bien le modèle périurbain. Et en fait, ces modèles interfèrent de deux manières différentes qui font qu'on est obligé aujourd'hui de les prendre ensemble et donc de considérer les aires urbaines qui incluent les deux parties. Ces deux éléments, c'est d'abord qu'il y a des interférences. Donc, je ne développe pas, mais vous vous souvenez des débats sur la piétonisation des berges. Donc, il y a eu un débat, on pourrait dire, doublement corporatiste, avec la maire de Paris qui disait « Moi, je défends l'intérêt des Parisiens intramuros, ils en ont marre d'être pollués par les gens qui prennent leur voiture pour venir dans le centre de Paris, alors que mes administrés, eux, n'ont pas de voiture ou ne l'utilisent pas. » Donc, il y avait ce type de problème qui s'est d'ailleurs résolu sur le plan judiciaire avec des arguments de type climatique, alors qu'il y a aussi des questions de pollution, d'urbanité qui auraient pu avoir leur place, mais bon, ça c'est une autre question. Et donc, on voit bien que, comme par définition, les gens du périurbain sont dans l'aire métropolitaine, ils vont être amenés à arpenter d'une façon ou d'une autre, à fréquenter les différents secteurs, notamment pour l'emploi, puisqu'il y a beaucoup plus d'emplois dans les centres que dans les zones périurbaines. Et donc, comme eux se déplacent essentiellement en voiture, voire uniquement en voiture, l'interférence, elle est évidente. Donc on ne va pas pouvoir continuer à penser le problème comme une simple juxtaposition.
Et puis l'autre élément, et plus général, j'en ai un peu parlé, c'est l'invitation de la nature dans le débat politique, c'est le fait que autrefois, on pouvait considérer que les choix de mobilité et d'habiter en général étaient neutres, c'est-à-dire que le politique n'avait pas à prendre parti. Si vous préfériez habiter dans le centre, très bien. Si vous préfériez habiter dans le périurbain, très bien aussi. Et même, on peut dire que les politiques du logement et les politiques de mobilité, avec les prêts à taux zéro, avec le maillage autoroutier très fin, ont plutôt avantagé le périurbain, qui représente aujourd'hui quand même entre 30 et 40% de la population française, selon les manières de mesurer. Et donc aujourd'hui, la hiérarchie s'impose, c'est-à-dire que tous les indicateurs montrent que c'est mieux pour l'air, c'est mieux pour l'eau, c'est mieux pour le sol, c'est mieux pour notre santé d'avoir un système de mobilité où dominent les transports publics et la marche à pied. Et donc du coup, cette égalité apparente ne tient plus. Donc, il faut combiner les deux autres points d'une autre manière. On est dans une société d'acteurs, il faut convaincre et non pas enseigner. Et il y a deux modèles de mobilité qui sont de plus en plus antinomiques, et il y a de nouvelles légitimités liées à la nature. Comment on fait avec tout ça? C'est vous qui allez nous le dire. Comme Jacques a été d'une concision absolument remarquable, on a quelques instants éventuellement pour un échange avec le public. Donc si vous avez des questions pour Jacques Lévy, c'est le moment ou jamais. Vous n'allez pas me faire ça. Voilà, formidable. Merci, madame. Attendez, on va vous passer un micro en revanche parce que, contrairement aux apparences, on en a besoin dans cet auditorium. Bonjour. Bonjour, Manuel Penra. Vous venez juste à l'instant presque de conclure avec une petite phrase. Là. Vous préconisez les transports en commun et la marche à pied pour préserver la nature. Et le vélo? Non? Et le vélo, oui. Bon, alors, d'accord, le vélo, c'est un cas très très intéressant parce qu'il est, je dirais, hybride. C'est un transport privé qui partage avec la voiture le fait qu'il a tendance à privatiser sa zone de parcours avec les pistes cyclables. Et c'est aussi un transport privé en ce sens que ses adeptes, qui n'augmentent pas d'ailleurs la sphère, les parts modales de la non-voiture, je dirais, qui sont plutôt pris chez les pratiquants des transports publics, il a quelque chose d'intrinsèquement libertarien, je dirais, comme la voiture. Et ce qui est en train de se faire, c'est que les cyclistes sont en train d'apprendre ce que les automobilistes ont mis 100 ans pour apprendre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas abuser de leur force. Et donc, leur force, elle est moins grande que celle des voitures, mais si vous calculez l'accélération en physique d'un vélo, c'est quand même 20 fois en gros celle d'un piéton. Et en plus, un vélo, c'est beaucoup plus piquant et coupant qu'un corps humain. Donc effectivement, il y a un problème qui va se résoudre, je pense, comme on le voit au Danemark, par exemple, où la part de marché du vélo est très très importante, notamment à Copenhague, où la ville est organisée la densité est moindre que dans la plupart des centres urbains français, mais les cyclistes sont tout à fait civilisés. Et donc, c'est intéressant de voir que c'est un processus. Donc, le côté hybride du vélo, c'est aussi qu'il n'y a pas de moteur. Donc, climatiquement, c'est parfait. Ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a de faibles perspectives que la part modale du vélo devienne très très importante. Donc on a assisté à une expansion hyper rapide des vélos, mais à partir d'une base très faible. Donc ça augmente, mais on ne prévoit pas, à ma connaissance, que ça dépasse les 5%, par exemple. Et donc, par rapport aux 60% pour Paris Intramuros de marche à pied, qui pourrait être un horizon pour les autres grandes villes, qui ont un centre historique très dense. Donc je pense que le vélo, il est intéressant, mais c'est intéressant de voir aussi que les médias, la plupart du temps, imaginent que l'alternative à la voiture, c'est plutôt le vélo. C'est logique d'une certaine façon, parce qu'à l'intérieur du transport privé, c'est pas mal le vélo. Par contre, les transports publics et la marche à pied, c'est pas mal aussi.
Donc le vélo très bien, dans la perspective qui fait peut-être consensus ici, je ne sais pas, mais il ne faut pas en attendre non plus des miracles. On a le temps d'une autre question, sinon moi j'aurais un point de science. Alors, oui, monsieur. J'ai quand même l'impression que dans le périurbain comme l'urbain, il y a une mobilité, les mobilités douces se font au détriment du piéton, en particulier dans l'urbain. Est-ce que vous avez une position là-dessus? C'est que le piéton a l'air d'être complètement oublié, alors qu'on parle de mobilité douce, c'est que les mobilités, comme vous l'avez dit, qui sont comme le vélo, les transports individuels, sont en fait très anxiogènes. Pas si douce que ça. Oui. Effectivement, et d'ailleurs, je citais le Danemark, même au Danemark, vous avez des situations où les piétons ne sont pas très favorisés parce qu'on a tout misé sur... on va s'arranger pour qu'il y ait une continuité du vélo. Alors, à Copenhague même, ça va, mais dans les plus petites villes, parfois, quand vous êtes piéton, vous devez changer de trottoir parce qu'il n'y a pas de trottoir des deux côtés. Voilà. Et donc, dans le périurbain, on part d'une situation assez différente où, en gros, normalement, c'est comme quand on dit qu'au football, normalement, il n'y a pas de but. C'est un accident. Et ben, normalement, dans le périurbain, on fait tout en voiture, puisque, en fait, il n'y a pas d'espace commercial proche des résidences. C'est aussi un élément de l'urbanisme, du zonage, qui n'est pas entièrement lié au fait d'avoir des pavillons. Au Japon, par exemple, vous avez beaucoup de petits pavillons dans les banlieues, mais qui sont extrêmement serrés. Et par ailleurs, il y a des commerces partout. C'est plutôt le modèle américain, là, l'idée que les gens qui habitent dans les lotissements de l'immense nappe de la suburbia, ils ne veulent pas de commerce, parce qu'ils considèrent que c'est calme, qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des intrus indésirables qui rôdent autour de leur logement. Et donc, on part de cette situation-là, avec aussi des gens qui sont venus dans le périurbain parce qu'ils ont un peu l'espoir de pouvoir choisir leurs voisins par différents biais. Et donc, ils ne sont pas forcément demandeurs de davantage d'urbanité. Donc, c'est là que justement l'aspect conviction joue un rôle important. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui se sont trompés, les gens qui habitent dans le périurbain, ou qui ont été trompés. C'est des gens qui ont fait des choix. Et donc, le rêve un peu caritatif d'urbaniser le périurbain, il n'a pas de sens direct, donc ça peut être un horizon, mais c'est un horizon qui a beaucoup de médiation, et notamment le fait de dire aux gens, et si vous abandonniez votre voiture, mais bon, au départ, ils n'ont pas du tout envie de le faire. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut remercier très chaleureusement Jacques Lévy.